Et nous sommes live. Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter avec Anne Svoboda, qui a un métier pas commun et pas très féminin. Elle est donc bottier et maroquinier. Et même ces métiers n'ont pas de nom au féminin et ça m'a choquée quand je l'ai entendu. Mais voilà, donc j'ai le plaisir de recevoir Anne, qui va nous parler de son métier, de son activité, de l'entrepreneuriat. Et voilà, on va avoir une conversation sympathique pendant une petite demi-heure. Et pour commencer, Anne, parle-nous un peu de toi et de ton activité, et depuis combien de temps tu fais ça, etc. Bonjour, d'abord bonjour, merci beaucoup de t'intéresser à ce que je fais. Moi en fait je suis bottier, donc oui, on peut dire bottière et maroquinière, c'est très personnel comme dénomination, mais moi j'ai dit bottier, je suis bottier, voilà, c'est un métier d'homme et je préfère rester au masculin, c'est mon choix en fait, voilà. Je m'appelle Anne Svoboda et j'ai 56 ans, j'ai 2 enfants. Grand. Et je suis donc bottier. J'ai appris le métier de bottier il y a 28 ans et le métier de maroquinier il y a juste 7 ans. Voilà. Ok. Mais ça fait 28 ans que tu es bottier ou... Ça fait 28, il y a 28 ans, j'ai appris le métier de bottier en 94, en Oui, 1994. mais Voilà. tu l'as pratiqué tout de suite? 8 ans après, quasiment, quoi. Ça dure, D'accord. voilà, un apprentissage, ça dure 10 ans. Moi, j'ai fait 8 Wow. ans et oui, j'ai commencé au bout même avant, en fait, j'ai fait un peu d'entraînement, j'ai fait des chaussures pour des amis, pour les mamans des amis mais à côté de ça, surtout pendant mon apprentissage, donc c'est pas un apprentissage linéaire sur tous les jours, toute l'année, parce que j'avais besoin de manger. Donc j'avais d'abord fait une école de dessin, en fait. J'ai fait une école d'art, on va dire, en général. Mhm. Et j'avais la passion des chaussures depuis que j'avais 12 ans, depuis que j'ai vu Le Magicien d'Oz. Elle a des chaussures de rubis et quand elle claque ses talons, elle se retrouve dans un monde merveilleux, coloré, avec des amis. Et comme moi, je me sentais un petit peu seule dans ma vie de petite fille, ça m'a vraiment parlé, quoi. Et c'était comme si les chaussures étaient magiques, en fait. Et ça, Wow. c'est du film, mais voilà, donc ça m'a vraiment donné la passion des chaussures. Donc, mais je dessinais déjà bien, donc j'ai fait une école de dessin après la troisième. Et puis j'ai travaillé dans diverses sociétés comme illustratrice. Et il y a eu un licenciement économique. Suite à ça, j'ai fait une convention de conversion et, j'ai cherché un maître bottier pour m'apprendre à fabriquer des chaussures sur mesure. Voilà. D'accord. Et c'était facile à trouver? Non, pas du tout, non, non, parce que voilà, c'est un métier d'homme. Les femmes sont bonnes pour la piqûre. Donc c'est très difficile de rentrer dans ce milieu, c'est très secret, les ateliers sont fermés. Alors que quand on y est, on s'aperçoit que c'est pas si secret et tout ça, quoi. C'est juste très long à apprendre. Il y a des gestes très précis. C'est des mémorisations de gestes, comme dans tous les métiers, quoi. Mais non, c'était assez fermé. Donc j'ai eu la chance de trouver mon maître qui s'appelait Maître Arnoux, Maurice Arnoux, à Belleville. C'était un des seuls, on va dire, un des seuls bottiers qui restait sur la place de Paris, qui voulait bien apprendre à des Ouais. apprentis, en fait. Et voilà, donc j'ai suivi cette formation pendant 8 ans. Mais à côté de ça, donc, comme je disais, j'ai trouvé quand même un travail de styliste modéliste chaussures qui joignait mon métier de base, qui était l'illustration, et mon apprentissage en cours de botterie. Et D'accord. Ouais. donc l'apprentissage m'a permis de mieux dessiner aussi, parce que comme je connaissais mieux la technique de la chaussure, parce que c'est extrêmement technique, une chaussure, il y a des appuis, il y a des lignes, on peut pas, elles sont immuables. On a beau faire, on peut changer les couleurs, ajouter des petits détails, des choses jolies. Enfin, mais bon, la base reste là, c'est une architecture très, comment dire, c'est très technique, quoi, en fait. Oui, Et, oui. voilà, ça m'a appris à mieux dessiner les chaussures. Donc j'ai fait ce travail de styliste modéliste chaussures dans plusieurs bureaux d'études, dans les usines. Il y a un bureau d'études avec des patronniers, des stylistes, etc. Et j'ai fait ça au début, j'avais des petits CDD un peu partout. Mhm. Donc, c'était plutôt dans le Choletais, dans la région de Cholet. Et parce qu'il y a 2 bassins, en fait. Enfin, il y avait 2 bassins en France de Pour la chaussures, c'était chaussure? Cholet et Romans. Et Romans, D'accord. c'était vraiment le luxe. Et Cholet, c'était moyenne gamme, on va dire. Et donc, j'étais Ok. plus là-bas. Je trouve que ma route m'a emmenée là naturellement, en fait. Et enfin, c'est toujours du bouche à oreille, on trouve du travail parce que dans les usines, ils cherchent quelqu'un. Et c'était très facile à l'époque de changer
d'usine, en fait, de marque. Ouais. Et donc j'ai fait ça pendant pas mal d'années. J'ai eu mes enfants pendant ce temps-là aussi. Et puis le dernier boulot que j'ai eu, c'était chez styliste modéliste chez Vivarte pour la halle aux chaussures. Donc c'était pas très glorieux comme enseigne, mais néanmoins j'ai eu la chance de beaucoup voyager grâce à eux. Ils m'ont fait, déjà il y avait tous les salons en Italie, et aussi ils m'ont fait voyager pour visiter les usines qui fabriquaient pour eux. Donc il y avait les usines asiatiques, les Chinois, les Indiens, il y avait le Maroc, la Bulgarie. Donc j'ai pu voir toutes sortes d'usines et toutes sortes de façons de travailler. Ce qui était très intéressant, c'était de constater que chaque bassin, on appelle ça un bassin, un pays, en fait, a une forme de métier très spécifique qui est vraiment inhérente à son passé dans son pays. Et ça, c'est super intéressant. C'est pour ça qu'on voit que, par exemple, les chaussures italiennes sont extrêmement serrées, très étroites. Et en fait, parce qu'il y a beaucoup d'aristocratie, il y a des pays où les pieds sont beaucoup plus larges, beaucoup plus ancrés dans le sol, parce que c'est des gens qui travaillent la terre depuis, enfin, c'est ancestral. Donc voilà, c'est passionnant à ce niveau-là. Et j'avais vraiment jamais pensé à ça, au fait que, en fonction de sa nationalité, on avait des pieds plutôt larges ou fins, ou c'est dingue ça. C'est notre héritage, c'est notre hérédité en fait, on pourrait dire ça. Mais d'autre part, j'ai aussi vu des conditions de travail dans d'autres pays. Et ça a été fondateur pour moi parce qu'il y a des traitements qui sont, mais on peut dire, inhumains en fait. On ne supporterait pas le quart du tiers. Ils supportent parce qu'ils n'ont pas autre chose, mais c'est épouvantable. Donc ça a engendré pour moi, quand j'ai commencé à travailler pour moi et à acheter des posteries, par exemple, à ne jamais travailler avec l'Asie, ni le Maroc, ni la Bulgarie, ni des pays qui ne traitent pas bien les gens, parce que c'est pas seulement des peaux. Enfin, le traitement chimique en tannerie, c'est extrêmement chimique. Enfin, c'est chimique et il y a des conditions de travail épouvantables, voilà, donc que je ne pouvais pas cautionner. Donc moi, je travaille avec une tannerie française, une mégisserie pour les moutons et les agneaux qui est à Mazamet, dans le sud-ouest, une en Italie et une en Espagne. Arrête, c'est tout. Donc c'est des gens que je connais, que je suis allée voir, j'ai vu les conditions de travail, et voilà, donc ça c'est très important pour moi. Ça part d'une éthique, mais c'est aussi parce que je travaille très longtemps avec ces posteries, et toute la vibe qu'il y a dedans, déjà l'odeur quand ça vient d'Asie, c'est vraiment épouvantable. C'est pas les mêmes produits que nous en fait, et c'est vraiment, ça sent la toxique quoi. Et en plus, il y a vraiment une vibe dedans quoi. Donc moi, je travaille par exemple pour une paire de chaussures sur mesure, je la travaille pendant 80 heures. Donc pendant 80 heures, j'ai les doigts dans le cuir, et tout ça, je l'emprunte aussi avec mes bonnes vibes, on va dire. Mais voilà, c'est un ensemble quoi. Donc, au cours de ces années, c'était très intéressant, voilà, de voyager. Oui. Et aussi pour savoir ce que tu ne voulais pas, justement. Voilà, absolument, oui. Et est-ce que donc la halle aux chaussures et Vivarte, c'était ta dernière expérience en tant que salariée, ou est-ce que tu en as eu d'autres avant? Ouais, non, en fait, je suis restée 5 ans dans mon plus long CDI finalement, parce que j'aimais bien bouger et voir différentes marques. Et donc Vivarte, oui, c'était le dernier. En fait, ce qui s'est passé, c'est que en 2009, je suis arrivée à saturation totale. Je suis parisienne, moi, à l'origine. Je suis arrivée à saturation de Paris, des conditions, comment dire, du management de ces grands groupes, parce que c'était un grand groupe. Et puis on était arrivé à un point où, bon, il y a des trucs que je peux pas dire, mais je suis partie pour des raisons comment dire, bon bref, c'est difficile à s'en dire. On va dire que tu n'étais plus en accord avec la société, et les valeurs de la société ne correspondaient plus aux tiennes. Exactement. Et puis aussi avec le père de mes enfants, hein, puisque c'est d'un côté personnel aussi, ça partait à volo. Donc j'ai décidé de prendre un grand virage qui m'a amené, je ne sais absolument pas où en fait. L'idée, c'est que j'avais une maison de vacances en construction en Bretagne, une petite maison en bois, petite 50 mètres carrés, vraiment un petit nid qui était censé être pour les vacances. Donc j'avais cette maison en construction qui était à peine commencée. Et donc j'ai quitté tout le monde, Vivarte, le père de mes enfants, et je suis partie avec mes enfants sous le bras en Bretagne. C'était très très
comment dire, c'était très difficile émotionnellement, évidemment, puisque j'avais tout quitté. Je connaissais Oui, personne. exactement. Et, C'est une phase de transition, c'est jamais facile. mais quand tu parlais d'alignement, à propos voilà, Mmh, d'alignement, je pense que c'était déjà un pas vers un alignement, parce que oui, mais ça s'est pas fait en douceur du tout. Moi, dans ma vie, rien ne s'est passé vraiment en douceur. C'était vraiment mmh, pas une question de vie ou de mort, on peut pas aller jusqu'à là, mais c'était quand même, j'avais quand même le sentiment de sauver ma peau, quoi. Donc, je mmh. voulais quelque chose de plus, qui était plus en adéquation avec moi. Donc voilà, je suis partie 3 ans et demi en Bretagne. Et en Euh, Bretagne, tu as travaillé dans la chaussure? Alors en Bretagne, non pas du tout. J'ai construit un petit atelier où j'avais ma machine à coudre et tout mon matériel, et j'ai construit le site web. J'ai monté le site web et j'espérais avoir des clientes en Bretagne. Mais en fait, j'étais un petit peu novice dans le sur-mesure, vraiment, enfin, pour me mettre à mon compte. Je suis passée Mmh, par une pépinière, mais ça m'a pas convenu. Ça m'a vraiment effrayé le fait d'avoir plein enfin, d'avoir tout sur les épaules en une seule fois. J'avais jamais fait ça. Je me sentais pas du mmh. tout confiante. Enfin, j'avais pas confiance en moi pour gérer une entreprise. Et, et donc voilà. Et en Bretagne, je suis arrivée j'avais pas de cliente. Je suis arrivée à un moment où, au bout de 3 ans et demi, on a mangé avec mes enfants au Resto du Cœur, c'est pour te dire à quel point j'avais plus rien. J'avais tout mis dans la maison, dans Mmh. plein de choses, mais en l'occurrence, voilà. Et j'avais pas encore le chômage à ce moment-là, parce que ah si, j'avais le chômage, mais enfin, j'avais des aides de la région aussi. Enfin, je vivais un peu avec les aides de la région. C'est vraiment, c'est horrible, quoi. Donc voilà, donc la C'est pas première personne facile. Mmh. non, c'était très dur, vraiment. Mais c'était très intéressant aussi de réfléchir et de se faire aider par exemple, par une assistante sociale qui m'a aidé à savoir euh, qui m'a aidé à savoir ce dont j'avais besoin et ce dont j'avais envie. Une question que je m'étais Oui. jamais posée, parce que chez Vivarté, je gagnais très bien ma vie. Et en fait, voilà. Et en fait, non, il faut que je réfléchisse à ce dont j'ai besoin et ce dont j'ai envie, c'est complètement différent. Et du coup, j'ai essayé de faire des économies comme ça. Après, avec les enfants, c'était très dur pour eux aussi. Mais je me suis bien entourée, j'étais bien aidée, en fait. Et à un moment donné, il fallait que je bouge, quoi. Je ne pouvais pas rester en Bretagne parce que il se passait rien, parce que c'était vraiment comme un puits, quoi. Et je Mmh. me suis retournée à Paris. J'avais pensé partir en Australie, mais je commençais à étudier des endroits où je pouvais travailler éventuellement. Et puis l'idée, c'était de changer d'endroit. Et en Oui. fait, il y a une amie qui connaissait quelqu'un à Apt, là où j'habite maintenant, donc dans le Vaucluse, qui avait eu le même maître bottier que nous, et qui était orthopédiste à Apt. Et elle m'a proposé du OK. travail. J'ai dit oui, j'arrive tout de suite. Donc, rebelote, D'accord. le bras, on est parti à Apt. Et qu'est-ce Voilà. qu'elle t'a proposé comme travail alors? Alors, bah, en fait, c'était le travail de montage, et puis finalement, enfin, fabriquer des chaussures avec elle, quoi, en fait. Et comme elle était OK. orthopédiste, il y avait toute la base de botterie quand même. Mmh. Et en fait, on a eu le même maître bottier aussi. Il y avait quand même des affinités sur le travail. Elle savait ce qu'elle voulait, et moi, je correspondais à ce qu'elle voulait, puisque on avait eu le même D'accord. enseignement. Ouais, 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 bien sûr. Voilà. Et donc, j'ai été un peu initiée à l'orthopédie avec elle, mais vraiment très légèrement, hein, parce que c'est un travail très médical, hein. Il faut un agrément, Mmh. enfin, ça ne se fait pas à la légère du tout. Mais ça m'a appris, par exemple, une chose que je ne savais pas, qui peut s'avérer assez dangereuse, c'est que quand on a du diabète, il y a plusieurs sortes de diabète, et que si on laisse un petit fil dépasser, il peut créer une petite plaie qui jamais ne va cicatriser et qui peut aller jusqu'à l'amputation. Ça, c'est quelque chose que je ne savais pas. Oh! Donc Oui. maintenant, quand je demande, enfin, quand mes clientes sur mesure veut une paire de chaussures, je lui demande si elle a du diabète. Si elle a du diabète, je ne le fais pas. Je peux pas prendre ce risque-là. Donc, Oui, oui, d'accord. c'est très enrichissant pour ça, et puis pour plein d'autres choses, bien sûr. Oui, Je suis restée un j'imagine. an, pardon, Tu es arrivée en quelle année à Apt alors? en 2012. D'accord. 2012. Et donc, Il y a 10 ans. et oui, c'est vrai, ça passe comme ça. Et donc, je suis restée un an avec elle. Et puis après, on s'est séparés. Et, j'ai commencé en fait, euh, j'ai commencé à essayer de me créer des relations, parce que j'étais plutôt timide, enfin introvertie, enfin pas introvertie, mais j'avais du mal à aller vers les autres, en fait. J'étais, oui, un peu timide, quoi. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit que j'allais me créer un réseau.
Oui. de connexion, en fait. Donc, j'ai épluché les amis Facebook qui habitaient dans la région et je les ai rencontrés pour boire un café. Et de fil en aiguille, j'ai été invitée à un dîner, puis j'ai connu des gens et j'ai connu d'autres gens. Et en fait, ça m'a vraiment créé un réseau bah, au départ, c'était pas des clients, de relations, on va dire, mais il y en a certains qui sont devenus des clients. Et puis, de fil en aiguille, voilà, ça a commencé une petite, pas reconnaissance, mais comment dire, quand on parlait de moi, on savait que j'étais botchée, on savait ce que je faisais. Donc ça, c'était très Oui. important pour moi. Oui. Après, j'ai Mais découvert, oui, pardon. pour corroborer ce que tu dis, le fait de se faire un réseau, etc., ça me ramène moi aussi des années en arrière, quand j'ai eu ma première société, et j'étais comme toi très timide. Moi, c'était Oui, carrément maladif, même par moment. Et je me suis dit que si je voulais, en plus, j'étais pas chez moi non plus, j'étais dans un pays étranger, et je me suis dit que si je voulais avoir une chance de percer et de réussir, il fallait absolument que j'aille rencontrer des gens. Et donc, je me suis mise à aller à des réunions de réseau oui, pour voilà, rejoindre des réseaux d'entrepreneurs, etc. Mais moi, timide, aller dans une réunion où je savais que je n'allais connaître personne, en plus, c'était pas dans ma langue, etc., et me lancer, ben, en fait, avec le recul, c'était hyper important de faire ça. oui, Pas tant pour le réseau et les gens que j'ai rencontrés à ce moment-là, mais pour moi, évoluer et pour arriver à faire des choses dont je ne me serais jamais cru capable et pour pouvoir aller vers les autres plus facilement. Et finalement, c'est ce que tu m'as dit qui m'y a fait penser, quoi. C'est hyper important bah, de se donner des challenges aussi et puis de faire des choses même si on n'en a pas l'habitude, mais en tant qu'entrepreneur, c'est hyper important d'aller vers les autres. oui. Mm. Je pense que ça a renforcé ma confiance en moi aussi parce que je suis passée à une petite étape supplémentaire et ça se fait petit à petit en fait. Mais ouais. Tout à fait. Ok. Donc tu es arrivé en 2012 à Inde, tu t'es dit, bon, ce qu'il faut que je fasse, il faut que je rencontre plein de monde, il faut que je me fasse un réseau de relations. Donc, tu as pris sur toi et puis voilà, tu as fait, tu as pris l'initiative de rencontrer plein de gens et c'est ça qui t'a amené ta première clientèle finalement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que comme j'avais quand même en Bretagne, j'avais quand même pas mal diffusé mon site web à tous mes contacts parisiens, donc euh, voilà, j'ai eu des commandes sur mesure pour des clientes à Paris. D'accord. Donc en fait, j'ai pas du tout compté mes frais de transport ni rien évidemment. Donc je suis allée à Paris, j'ai pris les mesures, je reviens, je fais faire une forme par mon formier, je fais une paire d'essayages, je retourne à Paris, je fais l'essayage, il y a des Wow. modifications, je reviens à, je repars à Paris. Enfin, bref, je gagnais rien. Mais néanmoins, ça m'a fait la main Gagner en notoriété. petit à petit. Et je me suis dit, tiens, je commence à me faire une petite clientèle. Mais en Ouais. fait, bah, une fois qu'on a une paire de chaussures sur mesure qui dure très longtemps, on ne revient pas en acheter tous les 6 mois. Donc, à moins qu'on ait un budget faramineux, mais ce n'était pas le cas de mes Oui, clients. bah après on en veut une deuxième d'une autre couleur. Bah oui, mais non, en fait, ça s'est pas passé comme ça. Et je me disais, tous les bottiers ont un petit modèle à eux, une petite chose simple, qui met du beurre dans les épinards, on va dire, voilà. Et moi, je me suis dit, en fait, moi, j'avais aussi ce modèle-là, c'était une paire de babouches. Alors, C'est quand on... celles qui sont derrière toi. Oui, voilà, c'est ça. Alors, quand on dit babouche, on imagine pointu à la marocaine. Bah, c'est dans Mais l'esprit. montre-les à la caméra. Ah, moi, c'est dans l'autre sens. Donc, en fait, c'est des petits chaussons, on peut dire. Je vais enlever le papier. En fait, au départ, je les ai faites pour mon père, qui avait des mules, donc il n'y a pas d'arrière. Et il était très élégant et à chaque fois, il déchaussait avec ses mules et donc il traînait des pieds, c'était horrible. Il m'a dit, il faut que tu me trouves quelque chose là parce que ça va pas du tout. Et donc, j'ai commencé à travailler autour de sa mule sur une forme en mettant un arrière. Après, la hauteur a varié. Là, la hauteur, elle Mhm. est du talon, en fait. Et ça monte très haut et c'est très souple. Et, et en fait, l'idée, c'était qu'il puisse marcher sans déchausser, en fait, sans que ça s'en Ouais. aille dessus. Donc, le challenge était réussi. Donc, j'avais ce petit modèle-là en main. Après, je l'ai un peu travaillé différemment. Enfin, il a évolué, en fait. Par exemple, là, il y a les petites perforations qui sont venues Ouais, après. je vois ça, ouais. Et puis, et donc, ça, j'ai mis au point ce modèle-là. Et alors, au départ, il était toujours serti de noir. Et puis, vivant dans le Luberon, forcément, avec la nature qui est juste splendide,
il y a plein de variations de couleurs, mais à toute saison. Donc, je m'inspire. Bon, là, en l'occurrence, c'est pas flagrant parce que c'est beige bordé doré, mais, sur mon site, on peut voir les autres coloris. Et tu as beaucoup de variations. Oui, je m'inspire des couleurs de la nature avec toujours le petit bord anglais, le petit qui souligne et qui contraste avec le dessus. Et donc voilà, j'ai commencé à faire ça. Je les ai déposés dans des boutiques amies, on va dire, qui me prenaient un pourcentage de vente, bien entendu, mais quand même. Et puis, et ça s'est vendu, ça s'est bien vendu. Et puis, ça a commencé à bien s'installer. Je me suis dit, il faut que je quand même. Le fait de ne pas être à mon compte, en fait, parce que j'ai fait tout ça au black, le fait de ne pas être à mon compte, ça me fermait des portes. Parce que quand on n'a pas de numéro de tirette, quand on n'a pas. Quand on est. Enfin voilà, on ne peut pas travailler avec n'importe qui. Non, tu ne peux pas faire des factures, etc. Voilà, c'est compliqué. Exactement. Donc ça me bridait, mais j'avais toujours ce mauvais souvenir des Restos du Cœur, et j'avais très peur, en fait, parce que j'étais toujours toute seule avec mes 2 enfants. J'avais très peur de retourner vraiment dans le puits, quoi. Donc voilà. Donc j'avais pas envie de me mettre à mon compte tout de suite. J'avais vraiment très peur. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme à un moment donné, j'ai vraiment eu le sentiment qu'il fallait que je passe le pas. Et donc j'étais à ce moment-là chez Pôle Emploi. Et m'ont proposé des postes en usine. Et puis moi, j'ai un problème, c'est que je suis hyperactive et dyslexique, et dyscalculique et dyspraxique. Ouais, c'est pas terrible. Mais ils m'ont suggéré de passer chez Pôle Emploi, chez Cap Emploi. Et Cap Emploi, ils s'occupent des gens qui ont des handicaps, quels qu'ils soient. Oui, je connais tout à fait. Voilà. Donc à l'époque, c'était Madame Tamizier qui m'a suivie. C'était un amour de femme, et j'ai vu une autre facette de ce que pouvait être Pôle Emploi, parce que c'était vraiment un accompagnement à mon rythme. Vraiment, c'était comme une session de psy, parce qu'elle me demandait vraiment, enfin, elle essayait de voir si elle me poussait vers mon but, mais très en douceur, en fait. Et elle m'a suggéré de faire, valider ce handicap. Donc, j'ai fait valider ce handicap, j'ai tamponné, en fait, ce qui fait que j'ai pu être prise en charge par. Alors, au moment où j'ai voulu me mettre à mon compte, vraiment là où j'avais tout qui était bien et que j'avais la confiance en moi, que je me sentais prête, j'ai d'abord été à la pépinière d'entreprise de Apt, hein, c'est Claire de Vaucluse, et qui m'a aidé à monter un dossier pour passer en commission pour avoir un prêt d'honneur. Parce que, en fait, l'idée, c'était, voilà, j'avais plein de freins. J'avais un frein psychologique avec la peur de manquer. Et puis, j'avais aussi un frein parce que quand on a une entreprise, on a besoin de produire. Et moi, j'ai que 2 mains et je suis toute seule. Et c'est très physique, le métier de bottier. Oui, et puis quand tu fais une paire de chaussures et que tu passes 80 heures, ça fait 2 semaines à plein temps sur une paire de chaussures. Non, c'est pas à plein temps. Parce que non, c'est pas possible d'être à plein temps. C'est tellement stressant parce que chaque geste peut annuler tout ton travail. Donc vraiment, c'est jusqu'à la fin, on a une lame et on coupe la semelle, et si on rentre la lame, c'est fichu au bout de 80 heures. Donc non, on fait pas ça en une seule fois, pas question. Je fais ça par morceaux. Oui, non, c'était pour donner un équivalent temps. Ça représente 2 semaines, au moins 2 semaines à plein temps, quoi. C'est pour une paire de chaussures. Quand tu dis je n'ai que 2 mains, c'est clair que pour produire, c'est pas de la production de masse, quoi. C'est absolument l'inverse. C'est ça. Moi, j'adorerais avoir une usine et des gens qui travaillent pour moi. Je dis, tu fais ça, mais c'est pas possible pour l'instant. Donc, en fait, j'avais besoin de machines pour m'aider. J'avais besoin, par exemple, pour couper les semelles, quand je coupe 10 paires de semelles dans du cuir, du croupon, si j'en coupe 10 par jour, le lendemain, j'ai plus de doigts. Donc, il me fallait une presse à bras, c'est une presse hydraulique, avec des emporte-pièces. Et on pose son emporte-pièce sur le cuir, on balance la presse, on appuie sur les boutons et pouf. Et ça engloutit, en fait. Même un sicot, mais différent, quoi. Exactement, avec des formes spéciales. Ça, j'avais besoin de ça. C'est une machine qui coûte très cher. J'avais besoin aussi d'une presse pour appliquer les semelles, parce que sinon, enfin, on le fait à la main, on se tape sur la cuisse, c'est très agréable. Donc j'avais besoin d'une presse aussi pour appliquer les semelles, par exemple avec un petit compresseur, et voilà, ça envoie 300 kg au centimètre carré, alors que voilà, c'est régulier, donc ça m'a allégé aussi. J'avais besoin d'un touret pour poncer le dessous des chaussures avant d'appliquer la colle
et la semelle, ça, je le faisais à la main avant. Donc voilà, j'avais besoin de machine. J'avais juste une machine. J'avais besoin d'une machine à parer aussi, ça veut dire à affiner les bords. Je faisais aussi tout ça à la main. Enfin, c'est 1, 2, 3, 4 machines me soulagent énormément, en fait. Me permettent de gagner du temps sur mon travail et d'alléger mon corps parce que, comme je disais, j'ai 56 ans, donc vraiment, on a mal partout. Enfin, c'est un métier vraiment physique. Je sens, oui, complètement. Donc, voilà. Donc, je suis passée en commission avec Initiative Terre de Vaucluse pour avoir un prêt d'honneur de 4 000 € qui m'a permis d'acheter ces machines, évidemment d'occasion. Et puis aussi, je suis passée donc suite à Cap Emploi, j'ai été aidée aussi par la TechGecop, c'est la GFIP qui s'occupe des adultes handicapés et qui m'a pas prêté, m'a carrément donné une somme. Mais après, je justifiais évidemment des factures comme quoi j'avais bien acheté les poteries, le matériel. Une subvention. Voilà. Et donc, et aussi là, j'ai été très bien prise en charge à partir du moment où j'ai monté quand j'ai eu mon numéro de SIRET, c'était le plus beau jour de ma vie, quoi. Enfin, j'exagère un peu, il y en avait plein d'autres, mais celui-là, pour mon entreprise, c'était quand même fondateur, quoi. Et donc là, ils m'ont pas lâché. En fait, j'ai eu plusieurs rendez-vous à la TechGecop. Un premier pour voir comment j'allais faire mon livre de compte. Et après, un autre rendez-vous 1 mois plus tard pour voir comment j'allais faire ceci, comment j'allais faire cela. Mais vraiment, étape par étape. Parce que si j'ai tout en même temps, je panique et je fais plus rien, en fait. J'ai peur. Donc vraiment, c'était un très, très bon accompagnement qui dure toujours, d'ailleurs. Bon, là, ils m'ont un peu lâché parce que je me débrouille, mais ils sont toujours là où j'ai besoin. Donc ça, c'était très important pour moi également. Et ça, il ne faut pas hésiter si on a quoi que ce soit, parce que hyperactif, moi, je ne savais pas si c'était, et dyslexique, je ne savais pas que c'était un handicap qui pouvait être reconnu. Mais en fait, si. Et de ce fait-là, il ne faut pas hésiter en fait, à faire les démarches et à se renseigner pour faire les démarches, parce qu'on peut être aidé, et parce que c'est un sacré frein, en fait, d'avoir tout à fait. Complètement. Donc, tu as été bien accompagnée. Alors, tu as parlé de cette expérience avec la pépinière d'entreprise en Bretagne, où ça t'a plus fait peur qu'autre chose, visiblement. Parce qu'il m'expliquait tout en bloc. Alors que c'était trop concentré et toi, il te fallait quelque chose de petit à petit, plus progressif. Et puis ça, c'était trop tôt, tout simplement aussi. Oui, aussi, oui, tout à fait. Tu n'étais pas encore prête. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Ok. Waouh. Merci beaucoup pour toute ton histoire. Et donc là, maintenant, tu as ton compte, tu es sur Apt, tu as ton magasin, tu as ton atelier. Et tu as aussi, tu m'as dit, pas pendant l'interview, mais avant, tu m'as dit que tu faisais partie d'un collectif aussi. Donc, tu as encore davantage développé ton réseau local. Oui. Oui, je suis partie d'un collectif d'artisans d'art à Saint-Rémy-de-Provence qui s'appelle la Caravane des créateurs. Et ça, c'est génial parce que ça nous permet à toutes d'avoir une boutique dans un lieu prestigieux. En fait, je voulais juste revenir sur ça, c'est que en fait, la clé entre guillemets de la réussite de mon entreprise, c'est aussi, c'est non seulement le réseau, c'est aussi le fait de parler anglais couramment. Mes parents m'ont mis dans une école bilingue et ça, merci, parce qu'en fait, 90% de ma clientèle sont des Américains. Après, il y a les Belges et après, il y a un peu de Français, mais principalement, c'est les Américains et les Belges. Donc, c'est très important de pouvoir parler, d'avoir une connexion là-bas, une boutique qui revend aussi ce que je fais. Donc, tu as aussi des revendeurs aux États-Unis et en Belgique? Un seul, non pas en Belgique, j'aimerais bien. Allô. En fait, je me suis aperçue qu'il ne fallait pas que je me diversifie trop. Il faut vraiment que j'ai choisi des lieux stratégiques. Par exemple, je suis donc à Saint-Rémy, à la Caravane des créateurs. Saint-Rémy-de-Provence, c'est un très bon spot. À la boutique de l'hôtel La Mirande, c'est un 5 étoiles à Avignon. À Coustelet, à la boutique en face, qui est un très très bon carrefour. On dirait qu'il ne se passe rien, mais en fait, il se passe plein de trucs à Coustelet. Et bon, j'ai évidemment une boutique en ligne, mais la boutique en ligne me permet aux clients qui connaissent déjà mon travail de racheter d'autres couleurs. Parce que le cuir, ça se touche. Les chaussures, il faut les essayer. Enfin, c'est une autre démarche, quoi. Mais pour les sacs, ça fonctionne bien, ouais. Et voilà. Et puis, il n'y a pas seulement des clients particuliers, il y a aussi, il n'y a pas seulement du sur-mesure. Je fais du sur-mesure en chaussures et en sacs, mais il y a aussi donc, du prêt-à-porter dans ces boutiques. Et également, j'ai des connexions, enfin des clients qui sont
Je fais des petites séries pour eux, par exemple pour des cadeaux d'entreprise de fin d'année, pour une agence immobilière ou pour une gamme de petites trousses pour des produits cosmétiques. Il y a plusieurs choses comme ça qui se greffent dans mon travail, ce qui permet de ne pas être toujours dans la monotonie, quoi, en fait. Oui, Voilà. non, tout à fait. Et donc tu as commencé par les chaussures, mais derrière tu as rajouté les sacs. Oui, voilà. En fait, j'ai eu besoin d'un sac à un moment donné. J'avais fait des sacs et j'avais besoin d'un sac pour présenter mes sacs. J'allais dans un lieu très chic et je voulais pas prendre un sac en papier, donc j'ai créé un sac. Et en fait, ce sac, il a hyper bien fonctionné. J'ai pas vendu les sacs que j'avais à l'intérieur, mais j'ai vendu le sac de présentation. Et ça a démarré comme ça, en fait, avec des produits toujours simples, très légers, très belle qualité de cuir, parce que ça dure et que c'est beau, ça se patine. Bien sûr. Et, Oui, légèreté, souplesse, c'est vraiment puis les belles couleurs, quoi. Voilà. oui, oui. OK. Et, donc, la caravane, les magasins. Et comment tu expliques, est-ce que tu expliques pourquoi tu as principalement des Américains, en tout cas des étrangers, des étrangers? Je pense qu'ils Est-ce que apprécient c'est parce que vraiment c'est un mon endroit travail. touristique là où on habite ou Pardon, je t'ai est-ce pas. que c'est simplement parce qu'on est dans une région touristique? Oui, 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 bien sûr, ça joue énormément, ça joue énormément. Mmh. Hem, Ça s'est fait, par une américaine qui est à terre ici, qui achète, une paire de babouches, puis elle en achète 3 ou 4, et puis elle achète un sac, et puis elle achète plusieurs sacs, elle en parle aux copines qui viennent. C'est vrai, là, c'est du bouche à oreille d'expatriés, en fait. Et D'accord. Mmh. et aussi parce que, mais même à la caravane, où là, c'est vraiment des clients passagers, mais les Américains, enfin, ceux qui voyagent apprécient énormément la belle qualité, les belles finitions, le travail, voilà, l'artisanat, en fait, l'artisanat d'art. Ouais. Alors que souvent, il y a bien sûr des Français qui apprécient également, mais bien souvent, c'est plutôt une question de prix. Ils vont plutôt me parler de prix, me dire: «Ah ben, il y a les soldes» ou «Ben non, c'est cher». «Ah bah oui, mais bon, voilà». Et voilà, il y a moins d'appréciation, ils apprécient moins le travail et peut-être, je sais pas, j'en sais rien. Ils sont passés comme ça, mais c'est très très bien pour moi. Je suis très très contente, ouais, parce que c'est Mmh. agréable d'avoir un retour aussi sur ce qu'on fait, quoi. Bien sûr. J'ai du mal à entendre les compliments, mais maintenant je me tais, je les prends quand même parce que ça me fait du bien, quoi. Mais c'est vrai Maintenant, que ils arrivent plus facilement à rentrer. c'est agréable. Mmh. Mmh. Et donc, aujourd'hui, aujourd'hui, tu te sens aligné avec ton activité? Non, absolument. Ouais, oui. Ça, le fait d'avoir préparé, cet entretien, m'a permis, en fait, j'ai écrit beaucoup, c'est pour ça que j'ai le voilà, j'ai écrit beaucoup, mais pour faire un point, pour pouvoir vraiment, parler des choses essentielles et en fait, ça m'a permis de mettre un petit coup de rétro sur ma vie finalement, professionnelle et de m'apercevoir que toutes ces étapes, alors la Bretagne, c'était très douloureux, changer encore, c'était pas facile. Il y a eu des périodes douloureuses, mais en même temps, ça m'a permis vraiment de revenir à ce que je suis et je me sens absolument alignée, mais complètement, quoi. Je suis bien dans mon travail et dans ma vie. Tout est vraiment à sa place. Alors parfois, je m'ennuie tellement c'est à sa place, mais, mais c'est vraiment. Non, non, mais vraiment, je suis dans la gratitude par rapport à ça parce que. Mais j'ai été bien aidée en fait. J'ai eu beaucoup de chance en fait tout au long de ma vie privée aussi. J'ai eu beaucoup de chance et beaucoup de choses qui ont fait que j'ai pu arriver là où je suis maintenant. Puis là, je me sens bien. C'est vrai que j'adorerais avoir une usine. Franchement, j'adore les machines. Je trouve que c'est tellement un gain de temps. Quand on sait bien travailler à la main, la machine, c'est génial, quoi. Ça permettrait d'avoir voilà, un petit. Mais bon, j'ai pas les moyens du tout, ni la Tu place. sais, peut-être que quelqu'un qui va regarder cette interview, va se dire: «Ah ben tiens, je vais contacter Anne», on sait jamais, hein? Ouais, oui, 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 bien Mmh, sûr. Mais j'ai déjà contacté les usines, mais pas en France, parce qu'en France, c'est beaucoup trop cher, hein. Il faut travailler avec le Portugal, par exemple, mmh. ou l'Espagne. Mais je sais qu'il y a beaucoup de pertes. Il faut être sur place tout le temps. Il y a beaucoup de pertes au niveau du travail. Donc voilà, je ne suis pas prête à ça du tout, du tout. Voilà, ça va Bon, mais rester. peut-être plus tard, qui sait? Je sais pas. Ouais, Moi, j'ai quand même 56 ans, alors plus tard, ce sera quand? Enfin, voilà. à voir, mais OK, OK, super. Alors tu l'as déjà évoqué, mais je voulais te demander aussi, quels sont à ton avis les facteurs clés de ton succès,
du fait que maintenant tu es bien dans ton activité, bien dans ta peau, bien dans ce que tu fais et que ça marche. Qu'est-ce qui, à ton avis, a été primordial pour que tu en sois là où tu es aujourd'hui? Alors, je sais que tu as évoqué l'accompagnement, Oui, celui qui t'a fait peur et celui qui a été le bon pour toi. oui. Tu as évoqué, par exemple, bah, le fait de sortir un peu de sa coquille et puis d'aller vers les autres, de se construire un réseau. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, j'avais noté 2-3 choses. C'est vrai que, enfin, il y a plusieurs aspects dans ta question, en fait. Mais pourquoi ça marche maintenant et pourquoi je suis bien dans ce que je fais? Je peux prendre la question comme ça? Mmh. Bien sûr. C'est parce que j'ai fait des choix. Il a fallu que je fasse des choix et pour voilà, aller vers la simplicité et l'allègement au maximum. Parce que, la première fois que j'ai rencontré mon maître, il m'a dit, «J'adorerais apprendre à faire des chaussures». Il m'a dit: «Mais si tu veux vraiment rentrer dans cette galère», et j'ai dit: «Oui, oui, oui», mais en fait, il avait raison, c'est une galère. Parce qu'il y a énormément de morceaux, énormément de choses, tout est très long, très fastidieux, donc je suis allée vraiment vers l'allègement au maximum de évidemment, je fais des chaussures sur mesure qui sont très longues à faire, mais à côté de ça, je fais des choses qui me font plaisir et les babouches, les sacs, ça me fait plaisir et j'ai un grand besoin d'avoir une satisfaction personnelle. J'attends pas du tout, des autres, qu'on me renvoie, comment dire? Qu'on me dise que mon travail est formidable et tout ça, mais moi, je suis très contente quand à la fin de la journée, j'ai terminé quelque chose et c'est satisfaisant de voir que j'ai bien enfin, quand j'ai bien bossé, que je suis arrivée au bout de quelque chose, que c'est beau et que moi, ça me fait plaisir à moi et ça, c'est fondamental pour, c'est mon mojo. C'est vraiment ça qui me fait avancer. J'ai vraiment besoin d'être, satisfaite et donc faire des choses qui me plaisent, faire des accords de couleurs sans plus penser, est-ce que ça va plaire? Est-ce que ça va se vendre? Plus du tout, je pense plus du tout comme ça. Je fais vraiment ce que j'aime et si ça se vend pas, c'est pas grave. Mais On dirait que tu as réussi à t'affranchir du regard des autres oui, finalement. oui, oui, c'est exactement ça. Oui, oui. Mmh. Et ouais, c'est très important en fait. Voilà, enfin, c'est très, ça fonctionne. Enfin, je veux dire, c'est facile à dire, mais en fait, ça s'est fait petit à petit. Ça s'est pas fait en 2 Mmh. secondes. Là, c'était pas. Mais c'était important de m'alléger. Mais je pensais à autre chose. Ce qui est très important aussi, c'était toujours cette histoire de réseau. Donc, continuer à communiquer. Je me suis aperçue que Facebook, par exemple, c'était un petit peu trop familial. On se parle, on se répond, comment tu vas, c'est joli, machin. Alors que Instagram, c'est beaucoup plus business. Et le jour où j'ai ouvert Instagram, il y a les gens qui c'était sur un marché de Noël, tout simplement. Et une amie me dit: «Mais tu vas être sur ce marché, il faut absolument que tu aies Insta». Et j'ai dit: «Bah, comment ça marche?» Et en fait, elle m'a montré et le week-end du marché, les gens sont venus et «Je vous ai vu sur Insta». Donc tout de suite, ça a fonctionné. Donc Mmh. vraiment, Instagram, pour moi, c'est un super moteur de business, quoi, vraiment. Après, moi, j'apprends petit à petit à communiquer. Je sais que, par exemple, c'est important de mettre des vidéos de moi en train de travailler. Là, j'en ai encore mis tout à l'heure. Ça prend un petit peu de temps, mais les gens aiment bien voir comment on bosse, comment on fait, Oui, comment on fait. les gens aiment beaucoup derrière les coulisses. Voilà, je Oui, cherchais, oui, les oui, coulisses. c'est absolument tout ce qu'on m'a caché quand je voulais être, quand je voulais chercher un maître bottier, c'était très secret. Alors que non, enfin, voilà, il y a rien de secret, donc non, c'est intéressant, voilà, donc ça, c'est bien de poster des vidéos, de poster du travail, et, et voilà, donc je pense que ça, et puis parler anglais, c'est vraiment un plus, quoi. Ouais. Rien. Ah, je te retrouve. Voilà. Ah, je sais pas si ça a déconnecté. Oui, C'est pas grave. Ça veut dire que c'est la fin. heu, c'est l'outil qui nous rappelle qu'on a dépassé une demi-heure peut-être, je n'en Mmh. sais rien, mais bon, je pense qu'il y a une petite coupure, mais normalement on est toujours live, donc j'ai juste loupé ta dernière phrase, je pense. Mais oui, donc tu disais C'est la c'était important de publier des photos, d'être fin. présente sur les réseaux sociaux et pour toi sur Insta en particulier, hein? Oui, absolument. Ouais, ouais. Mmh. 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 Ouais. OK, super. Beh, écoute, je crois qu'effectivement on va s'arrêter. On est Mmh. à 40 minutes. Oui. Et c'est parfait. C'était parfait en tout cas. J'ai beaucoup appris sur toi et puis tu nous as aussi fait découvrir un métier, pas ordinaire et passionnant en même temps et je t'en remercie beaucoup. Bah, merci à toi, merci pour cette interview, merci. Puis j'espère que
si ça peut aider d'autres gens à se mettre à leur compte et à passer le pas, c'est que du bonheur, quoi. Franchement, bon, évidemment, il y a plein de contraintes, on sait, l'administration française, mais à côté de ça, c'est un enrichissement personnel énorme. Ouais. Oui, complètement d'accord avec toi. Super. Eh bien, je vais poster en commentaire de la vidéo les liens vers ta page Facebook, vers ton site, etc., pour que les curieux puissent aller voir davantage et découvrir tes belles choses. Donc, Volontiers. merci encore, Anne, et puis merci à tous ceux qui nous ont regardés et qui nous regarderont plus tard. Et à bientôt. Et passez un bon week-end à tous. Au revoir. Au revoir.